Donc, bienvenue au rendez-vous d'Atlampac. Ce rendez-vous est un rendez-vous webinaire. On est passé en digital par rapport à l'actualité et puis c'est l'opportunité d'avoir en petit format et de le positionner sur une possibilité de replay des interventions avec donc des adhérents d'Atlampac et des acteurs qui sont concernés par l'emballage. Alors je rappelle que Atlampac donc c'est le réseau des fabricants d'emballage de la région Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes très engagés en 2021 sur les problématiques d'impact environnemental de l'emballage, donc de réduction à la source des emballages, la positionner donc vraiment tous les aspects d'éco-conception, tous les aspects on va dire d'impact environnemental en général, et aussi donc de jouer sur les usages, puisque on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de possibilités de réduire les impacts environnementaux de l'emballage sur des technologies, sur les matériaux, mais aussi beaucoup sur les usages. Et donc on a le plaisir cet après-midi de traiter plutôt des matériaux nobles et des possibilités donc d'utilisation d'emballages durables, avec donc des témoignages sur les emballages en verre et sur les emballages en porcelaine. Donc nous avons deux intervenants avec nous. Cédric Pichonneau qui va prendre la parole après moi et qui est un jeune créateur d'entreprise avec ses associés et qui va nous décrire précisément en fait son offre en emballage donc tout à fait innovant et vraiment sans dévoiler positionné sur le réemploi qui est une vraie demande aujourd'hui des consommateurs. Et puis nous avons aussi donc la chance d'avoir Jérôme Durand, qui est directeur général de la société Larsen à Cognac, et qui est donc une maison de Cognac qui intervient dans le luxe et qui intervient sur des marchés plutôt, enfin en général internationaux, et qui donc est vraiment intégré dans des problématiques internationales liées à l'emballage, et qui a, je dirais, il le décrira, une identité particulière associée à l'emballage par rapport à finalement ce couple produit-emballage qui est quelque part une marque en tant que telle et des choix très très singuliers en termes de design et en termes de matériaux depuis des années. Donc Jérôme, vous nous décrirez ça. Merci de m'accueillir. Cédric, écoute, je te laisse la parole. Merci de me donner la parole et de présenter un peu mon activité. Je suis ravi d'être là avec Jérôme, avec qui j'ai eu l'opportunité de collaborer par le passé de nombreuses fois sur des très beaux projets. Donc moi je suis cofondateur de Little Pots avec deux autres associés. Donc alors Little Pots c'est quoi pour résumer rapidement, la mission Little Pots en fait c'est d'accompagner les consommateurs dans la réduction des déchets plastiques à usage unique. Comment? En fait, en proposant une offre de contenants en verre qui est destinée à des usages domestiques, notamment les produits faits maison, les produits de soins, les produits d'hygiène, les conserves, effectivement, et puis tout ce qui est marché du vrac aussi, qui est en plein essor aujourd'hui. Alors Little Pots, en fait, c'est un projet dont la réflexion a été initiée en fin 2019, donc avant la crise sanitaire. Et puis, c'est issu en fait d'un constat de Séverine, mon associé, qui ne trouvait pas sur le marché une offre assez satisfaisante, justement pour faire ses produits maison, ses conserves, etc. Et il y avait une offre assez limitée, très technique, pas vraiment adaptée aux novices ou aux consommateurs lambda, en fait. Donc on a créé en fait notre société en tout début 2020. Donc on a passé plusieurs mois à construire en fait cette marque, puisque Little Pots c'est une marque de la société WeMakers. Construire en fait l'offre. Alors comment ça s'est passé? En fait, on a d'abord trouvé le nom de l'entreprise, enfin de la marque, pardon. Et puis après on a travaillé l'identité, on a travaillé tout ce qui est sélection en fait auprès des fournisseurs. En fait, on a sélectionné aujourd'hui 2 fournisseurs qui sont en fait des partenaires, hein, c'est plus que des fournisseurs, c'est des partenaires. Donc auprès de ces fournisseurs, en fait, on a sélectionné des gammes de produits qui nous semblaient être adaptés à la demande du marché. Et puis après on a fait tout ce qui est travail de fond sur, comme c'est exclusivement de la vente en ligne, il a fallu travailler aussi le site internet,
tout ce qui est photographie, rédactionnel, etc. Donc ça a pris plusieurs mois. Et l'activité commerciale a réellement été lancée le 1er juin 2020, en sortie de confinement, en fait. Donc pour nous, finalement, cette crise sanitaire, ça a été un petit peu un accélérateur, parce qu'on est tombé dans une période où les consommateurs ont eu du temps, ils avaient envie de revenir à des essentiels, à des basiques, à refaire des choses eux-mêmes, et ils se sont posé des questions sur les produits qu'ils consommaient. Ils ont un peu modifié leurs habitudes, et donc ils ont eu besoin en fait de produits comme les nôtres, donc ça tombait très bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter donc sur la construction? Juste sur la gamme des produits, peut-être nous préciser. Tu nous as dit donc que c'est quand même assez large par rapport au marché, hein, puisqu'on est dans le vrac, mais dans beaucoup de secteurs sur les produits de consommation. Et donc ça fait donc des pots, des bouteilles, des gourdes. L'offre, elle est vraiment construite pour favoriser en fait l'usage des produits maison. Donc effectivement, il y a toute une sélection qui est destinée, on va dire, donc c'est plutôt des formats de pots et de bocaux qui sont destinés au marché du vrac. On en a d'autres qui sont plus destinés aux cosmétiques, aux produits d'hygiène. Donc c'est une sélection de flacons, de pommadiers, de produits de ce type. Puis après, on a fait aussi rentrer des nouveaux produits qui sont assez intéressants, notamment des pailles en verre. Puisqu'en fait le problème des pailles en plastique, hein, on le connaît tous, qui finissent dans le nez des tortues. Je pense qu'on a tous vu l'image. Voilà. Puis qui sont interdites là maintenant. Et qui sont interdites, donc il a fallu trouver des alternatives. Il y a des alternatives sur le marché aux pailles en verre, mais qui sont pas, pour nous, qui n'étaient pas satisfaisantes, parce qu'il existe des pailles en bambou, des pailles en carton, des pailles en métal. Toutes ont un peu leurs inconvénients. Le métal, ça donne un goût. Le carton, ça se ramollit. Les pailles en bambou, l'impact environnemental, il est assez douteux sur tout ce qui est en bambou. Donc l'avantage du verre, c'est que on a un produit qui est transparent, qui est totalement inerte, qui est sain, il n'y a pas de migration de particules entre le contenu et le contenant. On voit bien sur le nettoyé. Et on voit bien sur le nettoyé, ça c'est très important. Donc voilà, donc c'est un produit qu'on vend plutôt bien pour tout ce qui est marché du cocktail notamment, parce que c'est assez agréable en fait. Il y a une résistance est solide parce que c'est solide. Alors après, il y a psychologiquement, il y a quand même il y a une appréhension sur le fait que ce soit du verre. Alors pourtant, on a l'habitude de boire dans des verres en verre. Tout ce qui est gobeletterie, c'est en verre, mais là, le fait de mettre une paille en verre dans un cocktail, il y a une appréhension. Il faut passer au-delà de ça. Mais une fois qu'on l'a adopté, après, on est convaincu, on est conquis. Voilà. Donc en fait, voilà pourquoi on a fait le choix de proposer uniquement des contenants en verre, justement pour tous ces avantages. C'est que donc le verre est un matériau inerte, donc comme je disais, il n'y a pas de migration entre le contenu et le contenant, comme il peut y avoir sur des contenants en plastique. Voilà. Et c'est surtout un matériau qui est vertueux, alors pas forcément dans son process de fabrication, parce qu'on sait que c'est assez lourd en énergie, etc. Mais c'est plus dans son cycle de vie en fait. Le verre, c'est un matériau qui peut être à 100% recyclé, qui peut être à 100% recyclable, à l'infini. Donc on peut produire avec du verre recyclé autant de fois qu'on veut, ce qui n'est pas le cas non plus des matières plastiques. Et alors je fais pas le procès du plastique, je suis pas du tout anti-plastique. On est vraiment, on parle vraiment là des plastiques à emballage, des emballages plastiques à usage unique. Après le plastique, on en a besoin dans d'autres secteurs d'activité. Et donc le verre, il a aussi cet avantage d'être réutilisable. Nos contenants en verre, ils sont réutilisables eux aussi à l'infini. On peut facilement les nettoyer et les réutiliser pour tout type d'usage. Et aussi, en fait, dans la fin de vie des produits verriers, on a une des filières de collecte, de tri et de recyclage les plus performantes aujourd'hui en Europe, parce que je crois qu'on est à 80% de recyclage du verre, ce qui est 4 fois plus que le plastique. Je crois aujourd'hui, tout à fait. 20% dans le plastique. Le plastique, c'est compliqué à recycler de par en fait le principe de collecte et de tri en fait. Complètement.
Le verre, on a un bac, on le met dans le bac de verre, et comme ça, on sait que ça part tout de suite au recyclage. Donc voilà pourquoi on a fait le choix du verre. Et c'est quand même avec, dans le réemploi, je pense que beaucoup de consommateurs prenaient des emballages en verre déjà, je dirais, un peu de ce qu'ils avaient dans leur cuisine, c'est ça. Alors, qui avaient des effectivement, problématiques certainement de rangement, d'être en calibrage par rapport à C'est des ça. espaces, soit de salle de bain, soit de cuisine, souvent, il faut être très concret, et puis aussi certainement peut-être identitaire et voire de mise en valeur des produits. C'est ça. Donc là, quand même, vous avez une proposition qui permet, par rapport à un changement aujourd'hui d'usage, à avoir un emballage qui correspond exactement aux attentes du remploi. C'est ça, qui est adapté en fait à l'usage pour lequel on le destine. Quel est le best-seller de la start-up là Alors aujourd'hui, on a 2 produits qui sont vraiment phares. Ouais. Alors il y en a un, c'est plutôt une gamme de produits. Donc c'est en fait une gamme de bocaux qui sont qui s'appelle, vous pouvez aller voir sur notre site, donc c'est notre gamme Muscadin en fait, puisqu'en fait on s'est aussi amusé à trouver des noms de gamme assez sympas pour justement un peu décomplexer cette pratique. Donc notre gamme Muscadin en fait c'est une gamme de peau assez moderne avec des lignes assez épurées, des couvercles avec des jolies couleurs, donc cuivre, argenté et noir principalement. Donc ça c'est une gamme qui fonctionne très bien justement sur le marché du vrac. Et après, dans notre gamme plus destinée aux soins et hygiène, donc c'est en fait toute notre gamme de flacons ambrés avec des vaporisateurs, les pistolets gâchettes, là, les sprays, et puis et les pompes type pompe à savon en fait. Ouais. Donc qui ça, sont c'est réemployables aussi. Qui sont, voilà, en fait, on les recharge. Bon, alors ça, c'est aussi lié justement au fait que on a besoin de flacons pour du gel hydroalcoolique par exemple. Ouais. Donc ça c'est un produit qui fonctionne vraiment très fort sur à la fois sur l'offre pro et sur l'offre particulier. Parce que j'allais y venir. En fait, aujourd'hui, on a une offre qui est décomposée en enfin même 3 types de canaux. Donc il y a l'offre qui est vraiment destinée aux particuliers. Donc ça c'est le site web. Et après, on a une partie professionnelle qui s'est développée vitesse grand V là depuis plusieurs mois. Donc aujourd'hui, nos clients pros sont beaucoup des épiceries vrac. D'accord. Puisqu'en fait le marché du vrac, donc c'est un marché qui a explosé. Et donc en fait, ces commerces ont besoin de s'équiper en pots et bocaux en verre, parce que principalement ils veulent aussi du réutilisable. Donc beaucoup en fait pratiquent un principe de consigne. Donc en fait on les équipe. Et aujourd'hui, on a une offre qui nous permet en fait de répondre sur des tout petits formats jusqu'aux grands modèles, sans qu'ils aient besoin d'acheter des palettes entières, puisque c'était ce qu'il y avait jusqu'à maintenant, une offre qui était vraiment limitée. Et après, on a aussi en clientèle pro tout le marché des restaurateurs, enfin tout ce qui est c'est cher. Alimentaire, on va dire. Qui ont été obligés de se réorganiser, de repenser leur offre de par la crise sanitaire. Donc beaucoup se sont mis à faire du plat à emporter dans des contenants en verre. Donc c'est là où aussi on fournit en fait ces gens-là. Est-ce que vous avez des demandes entre guillemets, dans un réemploi plus large de consignes, c'est-à-dire d'un retour pour l'instant? Alors ça c'est intéressant la consigne, parce qu'en fait la consigne c'est un sujet sur lequel on entend un peu tout et rien. En fait, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, mais en fait on se rend compte que la consigne c'est quelque chose qui fonctionne mais localement. La consigne à grande échelle, c'est très très compliqué. Oui, ça transporte du vide. Ça serait très lourd en termes de logistique, d'organisation, ça serait impossible. Donc en fait, la consigne, en revanche, ça fonctionne très bien localement. Ça veut dire qu'une boutique va gérer, avoir ses propres produits consignés. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on a aussi beaucoup développé cette partie-là, puisqu'on propose en fait une personnalisation des contenants en sérigraphie avec l'enseigne du magasin ou de l'épicerie. Et donc, ça amène en fait une fidélisation des clients. Et ça, c'est quelque chose qui est
qui est très demandé. En plus, parce que le marché du vrac, c'est un marché qui a vraiment monté en gamme. Oui. On n'est plus dans le cliché du bobo qui vient acheter son quinoa bio dans son bocal de compote qu'il a récupéré. Voilà. C'est Ça, plus c'était pour le cliché. alors, non, mais c'est un cliché qui existe. voilà, Voilà. qu'on avait tous. Hein, et aujourd'hui, c'est un marché qui a vraiment monté en gamme avec une offre qui s'est vraiment premiumisée. Et il y a un besoin en fait de contenants en verre beaucoup plus adapté, beaucoup plus attractif, beaucoup plus sympa. Et donc, si en plus ils sont personnalisés, ça plaît énormément aux clients. Ça justifie en fait aussi le prix d'une consigne et ça fidélise en fait une clientèle. Oui, puis ça invite à re-rendre la consigne parce que parfois elle est préfacturée quand on est à emporter. Et donc si on ramène le bocal, on retouche l'argent. Sinon, on le jette. Voilà. Mais donc, du coup, ça motive à. Alors ça amène parfois aussi on a des clients, des boutiques, des épiceries parisiennes notamment, qui nous recommandent très régulièrement des bocaux personnalisés parce qu'en fait les clients les trouvent tellement sympas qu'ils les conservent. Ils les gardent à la maison et voilà. Donc, mais c'est pas important parce qu'en fait, voilà, c'est consigné. Donc, si le client ne ramène pas, on lui rend pas sa consigne. Donc, merci beaucoup Cédric pour cette première présentation. Tu reprendras la parole. Mais le fait de la premiumisation, le luxe, je pense que l'emballage durable, ça me permet de faire une transition auprès de Jérôme Durand, parce que typiquement, c'est l'histoire même, on va dire, des créations, d'un certain nombre de créations de Larsen. Depuis, alors là, bien avant ce côté cliché dont on parlait, puisque ça fait partie de l'histoire même de la marque. Oui, merci d'abord de m'inviter et de m'accueillir. Effectivement, la maison Larsen a un symbole fort de son identité, puisque là, il faut qu'on remonte un petit peu en arrière. Je vais revenir sur le fondateur de la maison, qui était un Norvégien, Jens Reidar Larsen, et qui était né en 1895, et fort de son isolement probablement norvégien, elle a voulu aller conquérir le monde, ce qui était une très bonne chose déjà à l'époque, et a dû attendre sa majorité passée largement à cause de la Première Guerre mondiale, mais a pu mettre les voiles en 1919 pour aller initialement aux États-Unis et quitter sa Norvège natale, mais malheureusement ou heureusement, un accident et une avarie de bateau lui a fait faire une escale à Bordeaux. Et donc il était jeune. Il y a un PowerPoint si on veut. Alors écoutez, vous pouvez mettre si vous voulez probablement les slides avant là. Ouais. Donc voilà. Et donc voilà, ça va m'aider en plus. Alors attendez, je suis pas sûr que ça soit dans ce sens-là. Si, ça doit. Ouais. Hop. Ouais, disons, vous voyez les dracars, c'est bien. Donc c'est arrivé dans tous les sens, mais voilà. Alors donc il était arrivé, en plus ça va m'aider. Donc merci, moi, même si je connais un petit peu l'histoire. Et donc en 1919, Jens Reidar Larsen, ayant une avarie à Bordeaux, cherche du travail pour financer son voyage. Et on lui conseille d'aller en Charente, puisqu'il y avait quand même une communauté déjà de Norvégiens. Il y a quelques familles dont on pourrait citer les noms, mais les Brastad, les Bakke Gabrielsen. Et donc il arrive et cherche du travail. Et effectivement, il est embauché d'ailleurs par la maison Prunier. Vous voyez, c'est marrant, hein, comme quoi le monde est quand même très petit, surtout à Cognac. Et il est embauché et il va tomber amoureux de la région, il va tomber amoureux du produit, il va tomber amoureux de sa femme, et donc évidemment, il ne quittera plus jamais la région. Alors fort de ça, il a une image quand même assez volontaire de ce qu'il souhaite faire pour ses cognacs. Donc la maison Larsen, et je le rappelle puisqu'elle n'est pas très connue localement, enfin dans son intégration. Donc je vous remercie de m'inviter aujourd'hui, bien qu'elle commence à avoir pas mal de vent dans les voiles. A un style très particulier de cognac sur le fruité, l'élégance, la pureté, et donc est un style assez original dans la région. Donc je vous invite évidemment à le goûter, mais fort de cela, il crée sa maison. Et fort de cette vision, en 1926, donc dans 5 ans, nous fêterons le centenaire de la maison, avec une volonté de développer les affaires sur la base de ses origines norvégiennes. Donc les affaires vont bon an mal an, il développe évidemment un niveau d'activité dans les pays scandinaves qui fait que là-bas la position du cognac est très importante, et puis surtout, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les sociétés sont assez appauvries quand même, et le commerce est difficile. Et cet homme, toujours la première génération, le fondateur, Jens Reidar Larsen, se dit, écoutez, voilà, il faut que je trouve un moyen marketing
incroyable d'animer ma marque. Je n'ai pas les moyens des grands maisons et des relais commerciaux. Il faut que j'ai une bouteille auto-animée. Et ce flacon auto-animé, il créera d'abord en verre en 1952. Donc il y a bientôt 70 ans, nous allons fêter les 70 ans du fameux Drakkar. Il créera le Drakkar, le Viking Ship comme on l'appelle. Alors, je ne sais pas si probablement j'en ai un ici. Et donc dès 1952. Alors il a fière allure. Au début il est en verre uniquement pendant les 17 premières années avec un verre grainé, un petit peu grainé. Alors c'est des éditions très limitées. Si vous en trouvez, surtout gardez-les. Ou enfin, je crois que ça vaut un petit peu de sous. Et puis au fil du temps, il va développer effectivement l'arrivée de la porcelaine. Donc la porcelaine qui est ce fameux matériau qui nous règne peut-être un peu aujourd'hui évidemment, mais en tout cas sur une carafe qui moi je considère aujourd'hui, et notamment en porcelaine, puisqu'on est un des rares à avoir continué la porcelaine, peut-être parce qu'on a oublié d'arrêter, mais du coup maintenant on a continué, donc on est presque tendance, j'ai le sentiment de le dire, et qui fait qu'avec ce Drakkar qui a du vent dans les voiles, alors je vous en ai apporté un comme ça, vous allez voir de plus près, je vous le livre, vous verrez, il est en porcelaine, et vous verrez comme c'est léger, c'est une comment dirais-je, une matière qui est très noble, très légère, j'y reviendrai, mais donc il lance cette bouteille autonomie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les années 70 et les années 80 ont été absolument incroyables en termes de quantité, de succès du Drakkar au niveau mondial, et donc on a fait le calcul, chez Larsen, il y a une flotte de plus d'1 million de Drakkar qui flottent à travers le monde. Et je peux vous dire que quand vous avez un flacon comme ça, je ne sais même pas si c'est une question de, comment dirais-je, de recyclage, parce que je crois que les gens le gardent comme une icône absolument incroyable. Et puis il y a là une promesse extraordinaire qui est écrite sur ce flacon, qui est qu'il va vous rendre invincible. Alors évidemment, je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas vous dire qu'en buvant du cognac Larsen, vous deviendrez invincible, ça c'est interdit. En revanche, toutes les valeurs norvégiennes liées à finalement ces vikings et sont absolument incroyables. Alors on travaille avec effectivement un porcelainier de Limoges, donc vous savez que la porcelaine de Limoges est une indication géographique depuis 2017, mais date du XVIIe siècle, donc c'est vraiment quelque chose qui a été utilisé, et puis bien avant en Chine, puisque on l'appelait China d'ailleurs, en Chine, la porcelaine, donc ça marche très bien aussi avec les Asiatiques et la Chine pour ces raisons-là. Et donc il a comment dirais-je, des bénéfices absolument incroyables. D'abord c'est solide, c'est blanc, c'est pur, ça ne se raye pas, c'est d'une solidité absolument incroyable. On peut le décorer. Alors celui-là a été fait pour une édition limitée, puisqu'on en fait régulièrement. Vous savez qu'on a pratiquement 300 Drakkar différents, donc dans 300. Alors on a produit 1 million de Drakkar et donc on en a 300 différents, et donc qui permet des séries limitées, des petites séries, des personnalisations. Donc il y a beaucoup de bénéfices à ça. Nous avons par ailleurs des clubs de collectionneurs. Nous en avons un en Norvège et nous avons un club en Chine de gens qui réunissent des centaines de personnes qui collectionnent les Drakkar à chaque fois qu'on en commande. Alors évidemment, ça peut paraître un peu exotique localement aujourd'hui, mais je crois, moi, et je le dis avec beaucoup de sincérité, j'ai rejoint la maison Larsen il y a maintenant 5-6 ans bientôt. Au début, quand vous arrivez, vous posez une question. Vous dites, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, voilà. Mais quand vous avez un fonds d'affaires et avec des gens très engagés, je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a des signaux faibles qui laisse entendre que, alors je ne sais pas vous les experts ce que vous en pensez, mais que la porcelaine est quand même un matériau d'une noblesse absolument incroyable, alors qui coûte une fortune à faire. Enfin, le processus d'élaboration, écoutez, je suis allé le voir, et probablement vos auditeurs savent comment c'est fait, mais enfin, pour produire un Drakkar, vous avez donc un espèce de moule alors je ne sais pas si c'est en polystyrène ou en plastique ou quoi, et donc vous faites couler entièrement, vous le remplissez entièrement de kaolin, et puis vous attendez à l'expérience du fabricant. Donc c'est vraiment un métier très artisanal. Au bout de quelques minutes, est-ce que c'est 1 minute, est-ce que c'est 2 minutes, est-ce que c'est 3 minutes, ça dépend de l'hygrométrie, ça dépend de la température extérieure, ça dépend de tout ça. Vous reversez ce qui n'a pas croûté, en fait, voilà. Et donc, derrière, vous reversez, vous videz, et ce qui fait finalement votre espèce de poche extérieure de porcelaine. Et après, vous le faites cuire une première fois, vous faites cet exercice une deuxième fois, vous le faites cuire une deuxième fois, vous avez cette dimension, je dirais, un petit peu biscuit dans un premier temps, puis après, vous avez des décors qui arrivent. C'est d'un artisanat incroyable. Ça coûte une fortune, à quel point je sais toujours pas comment on arrive à gagner des sous
en proposant ce genre de matériaux, parce que c'est très manuel, c'est très artisanal. Chaque dracar est fait à la main. Les matériaux qu'on met par-dessus sont aussi collés à la main, enfin à l'image, hein, donc voilà. Et après, donc effectivement, ils partent partout dans le monde, principalement au Japon, en Chine et en Norvège, où on a 3 marchés. Donc la porcelaine, c'est un matériau extraordinaire. Elle ne migre pas. Elle est recyclable probablement. Probablement. Voilà. Et puis surtout, chez nous, elle n'est pas cassée, puisqu'elle est réutilisée ou elle est gardée comme emblème, comme c'est les flacons qui sont de l'ordre de 200 à 300 euros. Évidemment, les gens les conservent régulièrement et avec tous ces collectionneurs. Donc ça, c'est la saga du dracar. On a un musée, d'ailleurs à Shenzhen, vous avez vu quelques photos qui sont peut-être passées, où on a, effectivement, on expose nos dracars qui sont là. Voilà, vous voyez. Donc il y a notamment un format de 35 litres. On n'en a fait qu'en 10 exemplaires parce qu'effectivement, ça a été un enfer, ils se sont tous cassés. Et donc, vous en avez un en Chine, vous en avez un au Musée des Arts du Cognac, et puis un chez Larsen, voilà, aujourd'hui. Donc voilà la saga. Ici, vous avez vu, on a fait des color blocks pour justement animer un petit peu la marque. Hein. Vous savez que c'est des choses assez aspirationnelles, et donc les gens se prennent en photo de manière régulière. Donc c'est très identitaire, c'est très marqueur des valeurs de la maison, l'esprit d'exploration, hein, c'est ce qu'on souhaite faire. Et donc, évidemment, ce n'est pas que ça, Larsen. Hein. Je veux dire, Larsen, aujourd'hui, c'est même moins ça que autre chose. C'est vrai que aujourd'hui, c'est un peu la thématique liée au packaging, liée à ces flacons iconiques. Et il est vrai que je pense aujourd'hui que le dracar, Larsen est la carafe de spiritueux en porcelaine la plus iconique au monde. Hein. Je pense que, vous demandez, et c'est aussi pour ça qu'on a trouvé de la distribution sur certains marchés. Mais la réalité de la maison aujourd'hui, c'est que on est passé en quelques années d'une société scandinavo-scandinave à désormais une position très significative en Asie, à une position qu'on est en train de lancer aux États-Unis avec un nouvel assemblage qui s'appelle Larsen Aqua Ignis. Peut-être certains en ont entendu parler. C'est le premier spiritueux au monde à être élevé dans des fûts toastés à la vapeur et qui apporte une dimension œnologique tout à fait originale et que je vous invite évidemment aussi à goûter et donc qui est la nouvelle réalité de la maison. Donc elle est moins basée sur ses racines de viking plus que sur son esprit d'exploration et donc avec effectivement 100% de chiffre d'affaires qui est fait à l'international. Hein. Donc nous, on n'a pas d'activité pratiquement en France à part la production de nos matériaux, nos fournisseurs qu'on essaie de privilégier dans la région évidemment. Et donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est en effet, c'est iconique et il y a toute une histoire, mais justement, à partir de là, vous continuez à raconter l'histoire, c'est-à-dire qu'on passe du coup du dracar à l'exploration, et dans ce storytelling associé finalement à un design initial, vous regardez comment choisir de la durabilité et associer à votre positionnement luxe tous les attributs de la marque, y compris donc dans vos nouvelles gammes. Exactement. Alors effectivement, je crois qu'on a la chance d'avoir un territoire de marque qui est très très fort et il peut être vu de 2 manières. Soit historiquement, comme il n'avait pas été énormément travaillé de manière peut-être un petit peu kitsch, et je le dis de manière tout à fait franche, la désignation de la maison, encore la raison sociale, c'est Larsen SS, le cognac des Vikings. Hein, ça montre quand même que vraiment on s'adresse que à eux. Et donc où effectivement on a fait pivoter le positionnement de la maison sur un spiritueux d'exploration et où effectivement on n'a pas du tout enlevé toutes ces valeurs initiales. On les a simplement gommées, lissées avec un certain nombre d'acteurs régionaux qui nous ont aidés dans nos réflexions. Et puis aussi avec des éléments de design. Cédric y a participé beaucoup, hein, donc il sait très bien de quoi je parle et je le remercie d'ailleurs. J'en profite pour le remercier, mais où effectivement les éléments iconiques du dracar sont un petit peu plus stylisés, un petit peu plus et qui nous permettent de nous monter tout en ayant un ADN quand même très 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 fort. Et donc vaut mieux avoir des ADN très forts avec des attributs très forts parce que finalement quand vous allez partout dans le monde et qu'on vous dit oui Larsen on connaît pas forcément et là vous dites c'est le dracar et là tout le monde dit ah oui. Et il y a un certain nombre de marchés, notamment la Chine, quand c'est connu et quand ça existe depuis longtemps, c'est un élément de réassurance absolument incroyable. Et ça, finalement, ce dracar apporte cette réassurance qu'on peut avoir en Chine sur notamment des gammes beaucoup plus standards que l'on vend. On a deux références spécifiquement dédiées pour l'Asie, avec des codes asiatiques, avec des assemblages qui sont adaptés pour l'Asie, et avec quand même cet héritage qui permet d'apporter une antériorité, finalement, de réassurance vis-à-vis des consommateurs, qui est essentiel sur ces marchés-là. C'est vrai qu'au niveau de l'international, à la fois la réassurance, mais finalement,
comme vous l'avez dit, vous appuyez sur tous les savoir-faire en fait qui sont avec une tradition, mais le geste, la main, le matériau noble, des savoir-faire de décor, des savoir-faire de design bien évidemment, mais aussi donc quelque part, on va dire, on a cette durabilité là par rapport en fait au fait que on a un produit de luxe que l'on conserve, ou en tout cas, on est associé, on va dire, à cette qualité, on va dire, intergénérationnelle, ou sur lequel on peut vraiment s'appuyer au-delà d'attributs marketing, on va dire. Oui, vous avez raison, c'est du temps long. C'est du temps long. Alors déjà, bon, là, dans la catégorie, entre guillemets, pour le cognac, c'est du temps long, puisque pour sortir le plus jeune des flacons, entre la plantation de vigne et puis le fait de le mettre en bouteille, il s'est passé quelques années. Sur les XO, c'est évidemment beaucoup plus. Et donc, ce temps long, il doit être respecté au niveau des marques. Quand on vend du cognac aujourd'hui, c'est tellement valorisé qu'on vend pas des produits, quoi. Je veux dire, c'est pas que ça n'intéresse personne, mais enfin, c'est pas le sujet. Et je pense que le ratio, le rapport marque, appellation, effectivement, est très intéressant. L'un est une condition nécessaire, mais pas suffisante, c'est-à-dire le cognac. En revanche, si vous n'avez pas une marque qui est forte, si vous n'avez pas une marque qui est puissante, si vous n'avez pas une marque qui est connue, si vous n'avez pas une marque qui apporte des bénéfices émotionnels à vos consommateurs au travers de reconnaissance, de statut social, surtout le cognac, de statut social, eh bien, effectivement, vous avez du mal à exister. Et donc, tout ça se construit pas à pas avec des investissements qui sont très importants, je dois l'avouer. Donc il faut choisir ses combats et pas se tromper dans les choix que l'on fait, mais effectivement c'est du temps long. Et quand ça fonctionne, je crois que ça fonctionne très bien. Il y a un certain nombre de grandes entreprises et de marques absolument extraordinaires de la catégorie qui font ça très bien, et puis les acteurs de taille intermédiaire, et là il faut vraiment batailler, parce qu'effectivement on a des effets de seuil qui sont considérables, et je crois à la diversité de la catégorie cognac, en tout cas pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire cette capacité à avoir des acteurs qui viennent apporter des aspérités œnologiques, en termes de design, en termes de valeur, et non pas une concentration permanente, et effectivement c'est moi un combat de tous les jours, à se dire finalement, est-ce que je mérite ma place dans le monde du cognac et qu'est-ce qui fait que je la mérite? Et donc on a beaucoup travaillé. Le Drakkar est un exemple, l'Arsène Aqua Ignis par exemple et en est un autre au travers de cette innovation œnologique. Et donc c'est des métiers qui sont passionnants mais qui nécessitent un petit peu d'énergie. Oui. Et pour revenir sur l'énergie, c'est vrai que on parlait donc d'emballage, on est associé à ça. Et pour revenir, Cédric, c'est vrai que on embarque aussi là des savoir-faire, on embarque aussi de la matière noble, donc on parle de la céramique. Mais si on revient sur le verre, sans aller dans le domaine du luxe élitiste, on a quand même là une vraie demande d'usage par rapport à la proposition que vous faites maintenant sur le marché, qui est une identification, une personnalisation d'un certain nombre d'acteurs, de boutiques, etc., qui viennent nous demander. Et on est aussi dans le même aspect de raconter une histoire durable, quelque part, et de s'approprier des valeurs qui sont évidemment associées à l'environnement, mais au-delà de ça, des histoires, on va dire, de consommation, des histoires qui associent un produit qui est en vrac, mais qui est très valorisé grâce finalement aux produits que vous fournissez. Non, qu'on fournit, tout à fait, ouais. Il y a bien un attelage produit-emballage. C'est pas la même chose que le Drakkar, mais on pourrait faire quelques petites analogies. On va s'approprier encore plus le produit en vrac et sa qualité parce qu'il est distribué et conditionné de manière, on va dire, tout à fait élaborée en réemploi par rapport à un emballage que vous proposez. Psychologiquement, on aura le sentiment que le contenu est de meilleure valeur si le contenant est beaucoup plus joli qu'un pot traditionnel. Trop banalisé. Trop banalisé. Et cette personnalisation à valoriser Très bien. Est-ce que vous avez des points, peut-être de conclusion qu'on n'aurait pas traités, parce qu'on est à peu près dans notre temps de webinaire? Moi, je voulais remercier Cédric, j'adore ce concept, je trouve que c'est vraiment dans l'air du temps, et donc j'ai hâte de le découvrir, mais en tout cas, je te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Par rapport à ça, je vous remercie de m'avoir invité. Et puis pour l'Arsène, si vous avez des questions, de toute façon, vous savez où c'est la maison, la plus grande maison près de la gare de Cognac. Eh bien, merci beaucoup, Cédric, merci Jérôme, merci. Donc aux participants. Il y a donc la possibilité d'aller sur les sites internet de nos intervenants, à la fois donc
pour les aspects des produits. Donc, rappelle-nous le site peut-être, c'est Littlepots.fr. littlepost.fr. Et puis je suppose Larsen.com. Ouais, voilà, cognaclarsen.com. cognaclarsen.com. Merci à vous, très bon après-midi, Merci beaucoup. et donc à une prochaine fois pour les rendez-vous d'Atlampac.